Tikuntotinundi tikunduri sendi mutikam dezamundi kondi patikindim triko tiko titun. Rexégéna chapitre 7. Dans sa régression, Robbie déclara qu'elle se voyait comme une conscience de cristal habitant un cylindre doré, une sorte de robot cristallin, description que Steven m'avait déjà faite. « Je suis la seule survivante de ma race », précisa-t-elle. « Les autres naufragés du vaisseau mère sont tous des gens des étoiles aux origines diverses, mais qui ne sont pas suffisamment alignés sur ma haute vibration et sur mon mode de fonctionnement. Sur mes mains, munies de 4 doigts cristallins, il y a des cercles qui font office de capteurs. Nous devrions être 8 avec mes semblables pour pouvoir accomplir notre tâche. Les Elohim sont nos créateurs. C'est avec eux que nous communiquons. Nous sommes en quelque sorte leurs agents de liaison. Nous recevons et transmettons la connaissance et les informations. Mais c'est en groupe que nous sommes vraiment efficaces dans notre travail. Je suis assailli par tous les rescapés qui m'accompagnent. Ils veulent savoir. Ils ignorent comment subsister dans l'environnement hostile de la Terre, où le danger est omniprésent. Quelles sont nos chances de survivre? Nous l'ignorons. Par exemple, il est impératif de trouver une solution pour purifier l'eau souillée de microbes. En l'état, les gens des étoiles ne peuvent la consommer. Je ne détiens pas les connaissances dont ils ont besoin pour résoudre ce problème, seulement la vibration pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets. Tout ce que je peux faire pour eux est d'apporter de l'harmonie, leur transmettre la vibration la plus élevée pour rétablir l'équilibre entre tous. Ils me bombardent de questions. Dans cette confusion, il m'est impossible de me régler sur la fréquence télépathique nécessaire pour recevoir des informations utiles et leur venir en aide. De plus, la chaleur de l'atmosphère met mon métabolisme à rude épreuve, rendant mon fonctionnement d'autant plus malaisé. J'ai l'impression d'étouffer. Tranquillité et paix intérieure, voilà ce dont j'ai besoin. Mais je suis loin de chez moi, loin du groupe avec lequel je communique et que je le relais. Je suis forcé de demander aux gens des étoiles de se montrer silencieux. Au risque d'augmenter leur inquiétude, je dois m'éloigner. Il me faut à tout prix du calme pour m'aligner sur le rayon approprié et faire en sorte que celui-ci puisse aussi les imprégner. C'est une tâche importante, et bien que je sois la seule conscience cristalline ici, je vais m'efforcer de la mener à bien. Avez-vous, l'interrompis-je, vous ou vos semblables, protégé les gens des étoiles à la cérémonie de passation? Oui. L'un de nos rôles consistait à prévenir tous les incidents susceptibles d'interférer avec la longueur d'onde supérieure qui anime les gens des étoiles. Les Dracos étaient en conséquence dans l'obligation de se contrôler, et connaissant leur appétit, ils étaient à peu près autant dans leur élément au cours de cette cérémonie que des êtres humains, la tête sous l'eau, incapables de respirer. Robbie reprit sa régression, à l'époque où elle était en compagnie des naufragés du vaisseau spatial. Son visage trahissait à nouveau l'inquiétude. Les Elohim m'informent que la procréation faisant intervenir des éléments extérieurs au peuple des étoiles est la seule solution pour perpétrer leur espèce. Le groupe devra donc trouver ce qu'il y a de plus évolué sur cette planète et donner naissance à des enfants qui seront le fruit d'une combinaison avec leur propre race. L'information déchaîne un flot de réactions et alimente beaucoup de discussions. Les Elohim affirment qu'ils fourniront la connaissance nécessaire pour que cette mission soit couronnée de succès. Mais les gens des étoiles les supplient de venir les chercher pour les conduire loin de la Terre. Prenez du recul, leur conseillent alors les Elohim. Votre rôle est loin d'être achevé, et celui de l'être cristallin est de vous informer qu'il est dans votre communauté des individus dont les connaissances sont déterminantes. Seule la sérénité aidera ceux-ci à se souvenir.
Ils sauront ce qu'il faut faire au lieu de se laisser dominer par l'appréhension et la panique. Faire accepter au groupe l'idée de s'établir sur la planète est une tâche ardue. Je m'inquiète de savoir si je vais suffire à moi seul, tant la besogne semble démesurée. Leur capacité télépathique étant réduite, ils souhaitent que je leur montre des images rassurantes du futur. Alors, la nuit, je projette vers chacun d'eux des visions encourageantes. Les Elohim assurent qu'ils vont s'employer à amplifier les pouvoirs des gens des étoiles. Ces derniers continuent d'évoquer des difficultés qu'ils me sont pour la plupart étrangères. L'un parlant d'alimentation, un autre s'attardant sur les problèmes d'eau, assurant par ailleurs se souvenir avoir reçu des symboles en rêve à ce sujet. Je peux donc relativiser naturellement sans rien dire. Les changements sont amorcés. Tous démontrent une amélioration notable de leur capacité télépathique et commencent à se souvenir de leur rôle. Ce n'est que le début et ils ne sont pas encore adaptés au lieu. La présence du rayon Elohim me facilite considérablement les choses en me permettant de mieux vivre. Je suis plus stable intérieurement, donc en résonance avec les autres qui à leur tour sont plus épanouis. L'ingéniosité du groupe commence à prendre son essor. Pourtant, les gens s'étonnent qu'il ne soit pas possible de faire venir d'autres robots cristallins. Je leur réponds que bien que ce soit pour moi une tâche énorme d'être seul, je peux l'assumer tout de même. Une fois démarré, d'autres viendront certainement y apporter leur concours. Ils ne comprennent pas très bien l'effet vibratoire de cette planète sur eux. Il leur est devenu impossible de voir ce qui se passe sur un plan subtil, alors que je le peux toujours. Moi, je les perçois comme alourdis par la densité et la fréquence de la Terre. C'est probablement normal en la circonstance. Je suis tentée, pour mon cas, de me laisser habiter par cette basse fréquence. Et en même temps, consciente de ma mission, je m'efforce de rester en contact avec ma propre dimension. C'est un tiraillement. Puis, beaucoup d'événements à venir me sont révélés, de façon à ce que je puisse comprendre. Je suis projetée dans l'avenir. J'y découvre que chacun des rescapés doit trouver sa propre voie. Il m'est difficile de ne pas intervenir dans leur cheminement personnel, car je constate qu'ils traversent des moments très critiques. Je sais qu'il leur suffirait de stabiliser leur vibration pour avoir par eux-mêmes accès à la connaissance. Mais je dois avant tout me prémunir pour conserver le contact intérieur sur une période très longue. Maintenant, je vois des bébés sur le point de naître. Mon rôle consiste à encoder chacune des âmes nouvellement arrivées pour qu'elles soient éveillées le moment venu, lors d'une époque ultérieure. Car au cours du temps, je serai connecté aux nouvelles espèces et je me relierai avec elles quand la planète vivra le basculement de son évolution. Je réactiverai alors les mémoires de leur cœur, celles de qui ils sont. Pourtant, ils descendent de bêtes sauvages. Et bien que les Elohim m'aient rassuré, je demeure très inquiète quant au résultat. Je ne peux m'empêcher de douter. Les larmes coulent sur les joues de Robbie. Une multitude d'âmes sur terre me sont familières, reprend-elle dans un sanglot, et je resterai unie à elle jusqu'à la fin de cette planète, me reliant à elle périodiquement, à différents stades de leur évolution, à l'occasion de nombreuses vies. Faites-vous confiance aux Elohim ? Robbie resta silencieuse pendant un long moment. Des émotions contradictoires envahissaient ses traits. Je suis totalement ignorante quant à leurs réelles compétences, et la seule assurance qui me soit donnée, c'est que tout ira bien. Mais j'ai absolument besoin, pour avoir confiance, de tenir les premiers enfants dans mes capteurs, de manière à ressentir leur fréquence vibratoire. Je constate avec joie qu'ils se portent bien. Je peux communiquer télépathiquement avec chacun d'entre eux. Ce sont des êtres singes, costauds ou cœur doux. Différents groupes travaillent à mettre au point le meilleur croisement. Certains enfants sont maternés par les gens des étoiles, d'autres par les êtres singes.
Les enfants mis au monde par les premiers sont-ils plus intelligents que ceux dont émanent les seconds? Je ne possède pas cette information. Je ne sais que ce qui est nécessaire. Continuez à avancer jusqu'au moment où vous devrez quitter la Terre, suggérais-je. La communication avec les Elohim est nettement moins claire à cette époque qu'au début, précisa-t-elle, et elle devient de plus en plus brouillée. Je suis entre deux mondes maintenant, ni dans le mien, ni dans celui-ci. Mon métabolisme est fatigué. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer à travailler dans ces conditions. Mais je suis transporté encore plus en avant dans le futur. Robbie sourit et pousse un léger soupir. Je vois la source, tant de lumière, d'amour et de joie. Le conseil est heureux du résultat. Certes, ce fut difficile et incroyablement long, mais il me montre des arbres généalogiques, ceux qui ont commencé au début de cette ère. Les arbres sont couverts de petits visages et je vois comment l'évolution s'articule au fil du temps. Il me demande de me faire plus légère, de lâcher prise car tout va bien. Elle ouvrit les yeux et me regarda. Oui, tout va bien, dit-elle. Je comprends mieux maintenant ce sens démesuré de la responsabilité qui m'a accompagné tout au long de ma vie actuelle. Je lui souris. La régression de Robbie me fit comprendre qu'à l'heure de la destruction du vaisseau mère, je n'avais pas réussi à transporter mon cristal de transmission sur la Terre. Pour quelle raison avais-je échoué? J'avais besoin de l'aide d'Al-Sharinga pour retrouver mes souvenirs. « Bonjour ma chère, dit-il. Je suis très heureux que vous m'ayez appelé. Nos conversations me manquaient et j'aimerais vous parler de toutes ces choses. J'espère que désormais vous me contacterez plus souvent. » Oui, Al-Sharinga. Je suis navré de ne pas vous avoir appelé plus tôt. Ce n'est pas faute de penser à vous. Je me demandais si vous pouviez m'aider. Pourriez-vous m'indiquer ce qui est arrivé au cristal de la communication? Pourquoi, en tant qu'Egarina, n'ai-je pas su le mettre à l'abri? Le tremblement dans ma voix, que je ne parvenais pas à réprimer, en disait long sur mes émotions. Ma chère, répondit Al-Sharinga, vous devez accepter le fait qu'il n'y avait pas de temps pour autre chose que de courir vers la navette spatiale la plus proche pour sauver votre existence. Lorsque le vaisseau se mit à frémir, l'explosion qui s'ensuivit fut presque immédiate. Il n'y avait alors plus rien à faire. D'ailleurs, vous n'avez même pas eu le temps d'aller chercher ni vos enfants ni votre époux. Vous vous trouviez dans une autre section du vaisseau mère, et vous avez dû sortir à toute vitesse pour atteindre l'embarcation avant la tragédie. Vous saviez tous que quelque chose de terrible allait se produire, et vous avez réagi rapidement. Grande était votre appréhension au sujet de vos êtres chers, et bien sûr du cristal. Comment Robbie s'est-elle retrouvée sur notre navette? Avant de monter à bord, vous avez rencontré l'un des robots de cristal. Vous avez eu la présence d'esprit de lui demander de vous accompagner, car votre instinct vous soufflait que ce serait nécessaire. Vous pressentiez la catastrophe du vaisseau mère. J'eus à cet instant la vision de couleurs intenses et étincelantes, et j'entendis un chuintement insupportable. J'avais la sensation de participer à la projection des souvenirs d'une tierce personne. L'image que vous retrouvez à présent retrace des faits qui se sont déroulés il y a bien longtemps. L'explosion du vaisseau mère à laquelle vous avez assisté ressemblait à une explosion nucléaire, et d'une manière c'en était une. Voici la mémoire que vous avez eue en rêve. Il y avait beaucoup de couleurs, mais celle qui est restée en vous est la lumière bleue ultraviolette. Percevez-vous la soudaineté de l'événement? En effet, dis-je, visualisant la couleur de cette lumière tragique. Une profonde tristesse mêlée d'angoisse s'insinua en moi. C'est vraiment ce qui se produit.
Encore une fois, vous ressentez l'anxiété qui s'est emparée de vous quand les petits appareils spatiaux fonçaient vers la planète Terre. Sachez toutefois qu'en ayant le réflexe de prendre le robot avec vous, vous avez accompli votre mission. L'être cristallin vous a assisté pour maintenir la conscience à un certain niveau vibratoire. Dès que vous avez pénétré celui qui existait alors sur la Terre, le degré de conscience de tous les survivants diminua. Cependant, le robot a permis, d'une part, que vous soyez tous délivrés de l'angoisse et du choc, et de l'autre, il a facilité la communication télépathique entre les uns et les autres. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un robot cristallin exactement? Celui-là était un Ishnaan, un dit Elohim à l'époque, permettait l'union de la présence angélique avec une substance cristalline. Les Ishnaan avaient donc l'autorisation d'évoluer dans la conscience de quelqu'un d'autre. Ces êtres, véritablement cristallins, étaient capables de se mouvoir et d'avoir une présence physique sous la forme du robot que vous mentionnez. Provenant des 5e, 6e dimensions, ils s'offraient pour assister les nombreuses races de l'univers de la matière. Le cristal peut aussi être associé au monde de la magie. En d'autres termes, il est connecté à la manifestation, à un point de non-limite. Il est relié à la création elle-même. Les êtres humains, dans leur évolution sur le chemin de conscience, rattraperont-ils un jour leur retard? L'être humain n'a pas beaucoup évolué dans la conscience du cristal ou du Christ, pas autant que d'autres peuples des mondes cosmiques. Ces mondes se situant dans votre futur, vous ne pourrez jamais vous hisser à leur niveau. Progresser sur le sentier angélique, c'est posséder la magie qui l'accompagne. Ceci ne se produira que lorsque les êtres de l'âge d'or, qui auront développé leur énergie cristalline ou christique, leur soi supérieur, auront quitté leur corps. Dieu est la source de la création, le créateur de toutes choses. C'est la force de l'amour, et aucune forme ne prend vie sans sa présence. Parfois, au sein même de cette force, il arrive que des énergies individuelles s'obscurcissent, s'embrouillent et s'éloignent de la connaissance. Ce sont des anges déchus, ceux-là même qui ont élaboré les Dracos. Ces derniers, à leur tour, ont façonné les races reptiliennes, lesquelles ensuite ont inventé les petits singes velus bipèdes sur la Terre. Ces races ont été faites sans amour et n'ont pas idée de ce dont il est question, raison pour laquelle ils sont sur la Terre, dans le but d'apprendre et de comprendre dans un corps physique ce que représente l'amour. Cette connaissance s'appelle la conscience du Christ, mais elle est en réalité la conscience du cristal ou cristal. Elle est la présence angélique en toutes choses. Ceci a été quelque peu mal interprété au cours des âges, mais parfaitement bien compris dans les mondes cosmiques. L'évolution se poursuivra dans la dimension de la Terre, entraînant un mouvement d'éthérien pour entrer dans l'âge d'or. Cet élan sera sans limite et s'illustrera par la recherche de l'accord et de la compréhension, par le respect mutuel dans les divergences de vues, le désir de faire de la Terre un endroit où l'amour et la compassion prévaudront. Oui, Al-Sherenga, merci beaucoup. Un long moment de silence s'installa, comme si Al-Sherenga m'observait. Soyez en paix, ma chère, tout est bien. La sensation de sa présence se dissipa. J'étais assise tranquillement dans mon petit bureau et je méditais. James et Tricia, dans une de leurs régressions, eurent l'un comme l'autre une vision dans laquelle le cristal était posé sur ma tête. Ils déclarèrent qu'à l'époque j'étais leur mère. Tricia affirma que je conservais la pierre dans la même boîte que celle sur laquelle elle s'installait petite fille dans la salle des commandes alors que nous voguions d'une dimension à l'autre. Je ne pus m'empêcher de les appeler pour savoir s'ils se souvenaient de la couleur du cristal. C'était important pour moi à ce moment-là.
James me répondit immédiatement. Sa voix paisible me rassura. Votre tête de femme des étoiles, dont la courbure descendait au niveau des sourcils, au-dessus des sourcils, permettait au cristal d'un vert fluorescent très pâle, presque transparent, de se placer parfaitement. Une fois stimulé par votre esprit, sa couleur changeait en fonction de votre activité et de la personne avec laquelle vous communiquiez. Les nuances étaient des tons clairs, de ceux que l'on peut contempler sur la nacre ou la pierre de lune. Vous aviez l'aptitude de projeter votre esprit dans le cristal et d'en activer ou d'en amplifier toutes les facettes. Vous aviez la vision intérieure de chaque aspect du prisme, car dans cette dimension, vous étiez dans un état divin. Le cristal de communication disparut dans la destruction du vaisseau mère. Vous seriez morte avec les autres si vous aviez tenté de le récupérer. Cela n'aurait eu aucun sens. Je raccrochai le téléphone après avoir reconnu qu'il avait raison. Il était inutile de ressasser davantage. Je me sentais mieux. Mon cœur était soulagé d'un poids énorme. Depuis le début, Glenda, ma belle-sœur, avait montré beaucoup d'intérêt pour les hiéroglyphes. Lorsque je lui rapportai au téléphone ce que James m'avait dit, elle en fut inexplicablement contrariée. Je lui suggérai de nous retrouver pour tenter une régression. Pendant que Glenda examinait les photos, des nuages avaient assombri le clair, le ciel et l'air étaient chargés d'humidité. Son expérience de la méditation l'amena rapidement et tout naturellement en état alpha. « Je fais une chute dans l'eau depuis une grande hauteur, déclara-t-il. Curieusement, je n'ai pas peur de me noyer. L'eau est claire, verte avec de l'écume. Je flotte et je dérive vers la tête magnifique d'un lion de mer, orné de petites moustaches et de 2 yeux ronds compatissants d'une grande beauté. Je n'oublierai jamais ce regard. Mes mouvements sont malaisés car je suis blessé. Il y a d'autres lions de mer autour de moi. Ils me poussent délicatement jusqu'à la berge, à l'abri contre un petit rocher, et réussissent à m'installer sur le dos, de telle manière que ma tête et mes épaules sont surélevées et soutenues par rapport au reste du corps, qui, lui, est allongé et baigne dans une flaque peu profonde, peut-être pour atténuer les éventuelles brûlures du soleil. J'attends, car je sais que les autres arrivent. J'ai l'impression que je suis un mâle. Voyez-vous quelqu'un dans les parages? Non. En cet instant, la tête d'un petit lion de mer remplit mon champ visuel tout entier. Pour un instant, retournez avant votre plongeon dans l'eau et expliquez-moi la situation. Glenda éclata en sanglots. Je ressens une angoisse épouvantable. Ce ne sont que des mémoires, alors n'ayez pas peur. Laissez-les à l'extérieur de vous. Expliquez-moi pourquoi vous vous sentez ainsi. Elle luttait pour parler au milieu de ses pleurs. Mon corps passe un mauvais moment, car il refuse de sentir tout ça à nouveau, c'est absolument terrible. Ma main se posa sur son épaule. Ça va. Tout ceci s'est passé il y a très longtemps. À quel propos êtes-vous aussi tourmenté? La mission, comment est-ce possible? Tout est allé de travers. Cette expérience est invraisemblable. Juste avant, je me réjouissais. Nous approchions de notre but et c'était excitant. Nous assistions enfin à la réalisation de tous nos projets. Nous contemplions la terre, cet endroit si somptueux, bleu et vert, resplendissant comme une pierre précieuse. Une grande paix nous habitait tandis que nous flottions dans l'espace, émerveillés par cette vision. Nous nous sentions en sécurité et tout semblait normal. Mais soudain, je vois que tout le monde est pétrifié de stupeur. Quelque chose vient de percuter le vaisseau mère. Nous regagnons tous nos postes et nous nous hâtons de rassembler les enfants. L'urgence et l'évacuation. J'entends un grondement assourdissant, pareil au son d'une énorme vague, juste avant qu'elle ne se brise. Je comprends ce qui va se passer et je n'ai aucun moyen de l'empêcher. Je fais de mon mieux pour me concentrer sur ce que je suis censé faire dans pareille situation. Mettre à l'abri les cristaux qui ont une grande importance pour nous tous.
S'agit-il d'outils de communication, intervins-je ? En partie, mais pas complètement. La plupart des cristaux nous aident à ancrer l'énergie de Dieu. Il y a un cristal bleu-vert très clair, absolument superbe, taillé à la façon d'un diamant. Celui-là est en effet destiné à la communication. Je grimpe dans le réceptacle pour récupérer les pierres. Il n'y a pas le temps pour prendre autre chose. Je garde à l'esprit que je dois rester à l'avant de la vague d'énergie qui arrive pour nous balayer. Si je laisse la peur m'envahir, je vais paniquer. Alors je me concentre. La fumée noire et le feu envahissent tout l'espace au moment où les portes s'ouvrent sous le ventre du vaisseau mère. Je sors. Je mets le cap vers la planète que je contemplais il y a encore quelques instants. Avec une quantité d'autres appareils qui se dirigent vers elle, intervins-je ? Oui, il y a beaucoup, avec de nombreux enfants à bord. Glenda tendit les mains et se mit à hurler. « Mon Dieu, les enfants, les merveilleux enfants, les appareils sont abattus les uns après les autres. » Nous dûmes nous interrompre. Glenda était dans l'impossibilité de poursuivre. Son corps tremblait, des larmes incontrôlables ruisselaient sur ses joues et elle sanglotait, impuissante, incapable de parler. Elle attrapa ma main, je fis de mon mieux pour la rassurer. Ce sont juste des mémoires appartenant au passé. Tout va bien maintenant. Pensez-vous pouvoir continuer ? Oui, je suis plus tranquille à présent. Avez-vous un lien de parenté avec l'un de ces enfants ? Je n'ai ni fils ni fille, si c'est ce que vous voulez savoir, mais j'ai bien une famille. Tous ces enfants étaient si précieux. Oui, avançons dans le temps. Vous êtes parti du vaisseau mère pour mettre les cristaux en sûreté. Êtes-vous en relation avec les autres ? Je me règle sur la même fréquence, afin de capter ce qu'ils disent. Toutefois, je m'applique à ne pas interférer avec eux, car leur conscience est occupée à s'éloigner de la fournaise et détecter d'où vient l'assaut. Tous essayent de déployer leurs boucliers et de manœuvrer pour échapper au danger immédiat. Je réussis à me faufiler entre les débris. En me confondant avec les épaves, le risque d'être abattu est moindre. Il y a un autre engin sur ma droite qui passe un sale quart d'heure. Touché, il dégringole à toute vitesse en direction de la planète. Je l'accompagne dans sa course, puis mon appareil pénètre dans la mer. Je m'enfonce de plus en plus dans les profondeurs, et la vue qui s'offre à moi est magnifique. Un courant de lumière provenant du cristal de communication m'avise d'ouvrir l'écoutille du réceptacle et de suivre la lumière vers le haut. Le cristal m'enjoint de le laisser là et d'être sur mes gardes pour le moment. Je remonte en agitant lentement les pieds et les mains. Me voici à la surface de l'eau, accompagné de ce lion de mer aux yeux merveilleux remplis d'amour. La joie s'empare de moi, car la lumière de Dieu me parvient par l'intermédiaire de la douce créature qui m'entraîne vers la plage. J'ai une sensation d'immobilité. Mes membres inférieurs sont toujours dans l'eau. Je ne bouge pas du tout. Quelqu'un vient. C'est un groupe d'individus appartenant à cette planète. Ils sont vêtus de longues tuniques et de capes. Leur chef tient un objet qui semble revêtir une grande importance. On dirait un sceptre. Ils traversent l'eau en procession et ils ont vraiment l'air contents de me voir et sont joyeux. Qu'avez-vous vu après ça ? J'ai l'impression que je flotte au-dessus des montagnes, puis je me sens aspiré dans un vortex. Il y a une sorte de petite hutte circulaire, faite de branchages, un sol couvert de terre battue, et une très belle femme, tendre et aimante. Elle est grande et porte des cheveux longs. Sa peau est de la couleur du miel. Elle me tient dans ses bras vigoureux et elle chante pour moi. D'autres personnes m'entourent. Les plus âgés ressemblent à des gorilles plutôt impressionnants, avec des poils noirs sur la tête. Tous habitent dans des cabanes disposées en cercle autour d'un feu. Le feu est essentiel, il ne doit jamais s'éteindre. Y a-t-il beaucoup de gens des étoiles ? Oui, des aînés. Ils sont grands et lumineux. Le visage de Glenda se transforma, soudain habité d'un éclat intérieur et de sérénité.
La femme très belle est ma mère. Et maintenant, elle a un nouveau bébé, une petite fille. » Pendant l'heure qui suivit, Glenda dormit paisiblement. Depuis le jour de notre rencontre, je me suis toujours sentie proche d'elle. Jusqu'à cette journée, j'ignorais pourquoi. Dans cette autre vie, elle avait été l'homme qui avait tenté de sauver le cristal de communication en sacrifiant sa vie pour Egarina. Je me demandais si Egarina, dans cette lointaine existence, avait su que le cristal de communication gisait dans les profondeurs des eaux de la terre, hors d'atteinte. Peut-être que oui. Je sortis pour contempler le soleil, comme il s'attardait au-dessus de l'horizon dans un magnifique berceau de nuages aux couleurs de l'arc-en-ciel. La vie était belle à nouveau, et pour un temps, tout semblait avoir du sens.